Ah, il fait beau en ce moment, non? Je veux dire, c'est le printemps, t'as les oiseaux qui chantent, t'as les bourgeons qui n'attendent pas les seins de glace et commencent à fleurir. Le printemps à Guingamp, c'est mignon. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui change à l'autre bout de l'Europe, en Ukraine, où il continue de pleuvoir des bombes. 2 ans de guerre, largement le temps pour les pires capitalistes de la planète de façonner ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Alors comment est-ce que ces industriels s'organisent pour précipiter la guerre? C'est le sujet du vite fait du jour. Déjà, qui dit vendeur d'armes dit les USA clairement. Les plus puissantes industries de guerre sont états-uniennes. Ils sont présents dans les plus grands médias du pays et ils ont des lobbyistes partout et ça paye. Les élus états-uniens ont voté un budget de 842 milliards pour la guerre, plus 13% par rapport à 2022. Alors clairement, les chefs d'industrie profitent de la guerre en Ukraine et il n'y a qu'à les écouter d'ailleurs. Nous ne nous excusons pas de fabriquer ces systèmes, ces armes. Le fait est que nous finirons par en tirer des bénéfices au fil du temps. Tout ce qui est envoyé en Ukraine aujourd'hui, bien sûr, provient des stocks, soit du DoD, le ministère de la Défense, soit de nos alliés de l'OTAN. Et c'est une très bonne nouvelle. Un jour ou l'autre, nous devrons les reconstituer et nous en tirerons un bénéfice pour l'entreprise au cours des prochaines années. Selon lui, le seul approvisionnement en armes à l'Ukraine pourrait rapporter des milliards de dollars au cours des prochaines années pour les industriels, avec des marges bénéficiaires de 10 à 12%. C'est énorme. Mais ça ne s'arrête pas là parce que tu as aussi les États européens qui sont prêts à allonger les billets pour les industriels. Comme le Danemark par exemple qui augmente de 5 milliards de dollars son budget militaire. Plus 20% pour l'État norvégien. L'État allemand vise les 84 milliards d'euros de dépenses, 45 pour la Grande-Bretagne, 47 en France. En total, les dépenses militaires en 2022 pour les États européens vont atteindre 314 milliards d'euros, soit plus de 30% par rapport à 2012. Et petit jeu là pour essayer de dynamiser tout ça, à votre avis, quand tu as les États européens qui dépensent des milliards et des milliards pour acheter des armes, ils les achètent à qui ces armes-là hein? Réponse, aux gens qui sont abonnés au Canard Réfractaire. Pas du tout, pas du tout du tout. Avec la guerre en Ukraine, il y a eu un doublement des importations d'armes de l'étranger vers l'Europe, dont la moitié provient d'entreprises états-uniennes. Le complexe militaro-industriel déborde en Europe et ça va même un petit peu plus loin. La guerre en Ukraine utilise tellement de munitions que les usines états-uniennes ne peuvent pas prendre en charge tous les besoins ukrainiens, surtout quand tu as l'Europe qui se militarise au même moment. Pour pallier à ce problème, le puissant complexe militaro-industriel états-unien planifie avec les autres industriels européens une immense production internationale d'armement. De quoi assurer le nécessaire des livraisons pour que la guerre continue encore et surtout de quoi envoyer des armes états-uniennes partout qui seront maintenues par ces mêmes entreprises états-uniennes. Ils vont donc pouvoir menacer par exemple de ne pas remplacer des pièces indispensables comme ça s'est passé avec le Charles de Gaulle quand De Villepin avait dit non à la guerre en Irak. C'est un bon moyen de fidéliser la clientèle et de vassaliser les armées européennes. Tu as l'Observatoire de l'armement qui nous indique que cette ligne de production internationale inscrit la guerre dans le long terme plutôt que de trouver de véritables solutions pacifiques pour la population ukrainienne. Après, il n'y a pas que le complexe militaro-industriel états-unien, il y a aussi le complexe militaro-industriel européen qui se régale avec le commande d'État en ce moment. Genre là, t'as Macron le casque sur la tête, tout fier de dire que les usines françaises elles arrivent à lancer de nouvelles lignes de production pour produire encore plus d'armes de guerre. Cette année, c'est 20 milliards de l'État qui vont directement dans les industries de guerre pour augmenter la production d'obus. Et d'ailleurs, ils baissent les commandes d'État cette fois pour les hélicoptères, les frégates et les rafales parce que eux bénéficient énormément de l'exportation. L'État français utilise donc la guerre pour diversifier son complexe militaro-industriel. C'est beau, hein? Pour eux, c'est bon pour l'emploi, tu sais, c'est comme quand ils subventionnent des immenses usines de voitures électriques, tu vois. En réalité, le complexe militaro-industriel n'est donc pas juste issu de la corruption, des lobbies et tout ce que tu veux, c'est aussi le moyen de relancer un cycle de production industrielle et ça en pleine période de crise économique. Mais bon, ça évidemment, il faut pas le dire, il faut dire comme Biden quand il fait des discours là. Vous savez, tout comme lors de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, les travailleurs américains patriotes construisent l'arsenal de la démocratie et servent la cause de la liberté. Après, peut-être que Biden, il est dans un RP de Helldiver 2 aussi, on sait pas. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on prépare une vidéo sur ce sujet, sur Helldiver 2, mais surtout sur l'impérialisme états-unien et comment il s'est constitué, voilà, après la Seconde Guerre mondiale. N'hésite pas à t'abonner pour pas louper ça. Après, vous me direz, pour faire la guerre, eh ben, il faut être deux, parce qu'il faut bien quelqu'un sur qui balancer des bombes, tu vois. Et le gros adversaire des États-Unis, évidemment, c'est la Chine.
c'est un bon concurrent économique à qui il serait très rentable de faire la guerre côté USA, sauf qu'ils sont encore trop dépendants économiquement d'eux. Et puis il y a un autre problème, le budget de l'armement chinois est 3 fois inférieur à celui des États-Unis. Et pourquoi une telle différence dans les budgets alors que la Chine pourrait très facilement claquer beaucoup plus de pognon là-dedans? Et bien en fait ça s'explique facilement. Les USA, eux, ils peuvent claquer 800 milliards par an parce qu'en fait ils ont des dizaines et des dizaines de clients à l'international. Ils renforcent leur alliance militaire au besoin en Europe et en Asie. Ils soutiennent de nombreuses guerres. Ils ont des bases militaires partout. Ils ont des tarés sur leur sol qui achètent des fusils d'assaut. Ils ont une diversité de production énorme qui leur assure d'énormes contrats. Du matos qui ont fait leurs preuves dans toutes les guerres qu'ils ont organisées ces dernières années. Donc les gars, ils savent exactement comment dépenser autant de pognon. Et c'est pas le cas de l'État chinois. Eux, ils ont pas assez d'alliances, pas assez de clients, de bases militaires, de diversité de production, d'expérience. Bref, ils ont pas assez de débouchés pour investir autant de pognon que les États-Unis. Alors, en attendant que le complexe militaro-industriel chinois se forme pour rivaliser avec celui états-unien, histoire d'avoir une belle et longue guerre qui soit ultra rentable pour les industriels, et ben en attendant ce moment, t'as quand même l'État russe qui fait bien le boulot. Eux, ils ont l'expérience des conflits armés, ils ont de nombreux clients en Afrique pour les armes, ils ont un État stable capable de mater toute contestation, une industrie lourde très développée et d'immenses stocks d'armement hérités de l'URSS qui peuvent envoyer au front en attendant que leur économie de guerre se mette en route. Bref, là-bas, le complexe militaro-industriel, il est beaucoup plus puissant et il a déjà fait son petit bonhomme de chemin pour aller encore plus loin. Ah ouais, les gars, en Russie, ils ont réussi à multiplier par 2 leur production d'armes, sauf que ces armes sont utilisées au front en Ukraine. Résultat, ils ont divisé par 2 aussi leur exportation d'armes qui servent de base à leurs accords commerciaux à l'étranger. Parce que vous savez, les armes, ça a toujours été le fer de lance des contrats internationaux qui permettent de faire le commerce et de vendre énormément de choses en plus des armes là. D'où l'importance, si tu veux exporter n'importe quelle de tes entreprises, d'avoir avant tout un complexe militaro-industriel. Donc pour eux, ça fait moins d'exportation d'armes, donc moins d'exportation tout court, ce qui fait que leur économie se concentre sur 2 aspects, les armes pour le front et l'énergie pour les quelques clients qui achètent encore leur pétrole, c'est-à-dire l'économie turque, russe et indienne. Et en plus de ça, vu que l'État russe envoie sa population se faire massacrer au front en Ukraine, il manque énormément de main-d'œuvre pour leurs usines. Ils sont obligés de faire venir des travailleurs de l'étranger pour compenser. Et tout cela, ça a un coût très élevé, ce qui fait que l'économie de guerre affaiblit le reste de l'économie en Russie et qu'elle n'est pas tenable de la même façon pour les Russes que pour les États-Unis. Ce qui fait que la guerre sur le front, c'est avant tout une guerre industrielle. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous nous retrouvons avec 2 grands complexes militaro-industriels très importants avec les États-Unis et la Russie. Tu as aussi des industriels français qui essaient de ramasser les miettes et des bourgeois chinois qui développent tranquillement leur industrie de guerre en attendant que ça pète. Et c'est pourtant évident, mais on ne peut pas fonder une relance économique mondiale sur la fabrication d'armes, d'obus et de missiles et se dire en même temps que tout va bien se passer. Car même si la guerre en Ukraine s'arrête dès demain, le complexe militaro-industriel, lui, il restera. Donc soit il arrête de produire des bombes plongeant les pays dans une grande crise économique, soit ils ouvrent de nouveaux fronts, signent de nouvelles alliances, réorganisent leur production mondiale et continuent de livrer des armes encore et encore pour que les bourses puissent maintenir leurs profits. Et pour rappel, les dirigeants de ces entreprises-là et de toutes celles qui dépendent de cette relance économique par la guerre, ce sont les types les plus riches, les plus influents et les mieux organisés de notre société. Ce qui fait que le développement militaro-industriel que nous constatons, c'est le premier moteur de la guerre et de celles qui suivront. En tout cas, la guerre en France, elle se prépare et ça de plus en plus sérieusement. Tout fout le camp, sauf l'armée qui va recruter à fond avec des permanents, des réservistes, un budget record. Le service militaire nommé le SNU va se généraliser pour tous les jeunes et même la journée de citoyenneté obligatoire va se militariser. L'armée partout pour préparer la guerre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la propagande permet de justifier le fait qu'on file des milliards à ceux qui propagent la mort plutôt qu'aux hôpitaux. Et toi, est-ce que tu penses que notre gouvernement nous prépare à la guerre? N'hésite pas à répondre en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On fait une dizaine de vidéos par semaine sur les 2 chaînes YouTube indépendantes, Le Canard Réfractaire et Actu Réfractaire. Donc si vous voulez participer à la belle aventure de ce média, nous avons en description notre cagnotte annuelle qui va nous permettre de tenir une année de plus. Et pour ça, il suffit que chacun d'entre vous donne 2 € et comme ça on va pouvoir continuer notre travail pour une saison 5. Surtout qu'on vous prépare pas mal de petites surprises et notamment le retour des longues vidéos internationales qui vont arriver dès la semaine prochaine. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine.